Bonjour et bienvenue à ce recap Reinvent 2025 qui est conçu spécialement pour les clients Media Entertainment en France. Donc je me présente, je m'appelle Irina Olinikova, je suis Senior Solutions Architect et je travaille avec les clients Media en France du coup. Et aujourd'hui je suis accompagnée par mes collègues Emmanuel et Karim. Bonjour Irina, bonjour Karim. Donc moi c'est Emmanuel Soulier, je suis Senior Solution Architect spécialiste média chez AWS. Bonjour à tous, moi je suis Karim Sabah, Cloud Operation Architect chez AWS. Et donc aujourd'hui, on va du coup parler des innovations qui ont été annoncées pendant notre plus grand événement qui s'appelle Reinvent, qui a lieu tous les ans à Las Vegas. Il y en a beaucoup, je crois. Hein. On en a beaucoup, oui, mais surtout Reinvent, en fait, qui est quand même un événement très marquant. Et donc, si vous avez pu regarder un peu la keynote de cette Reinvent ou peut-être suivre quelques sessions, vous avez pu remarquer que cette année, en fait, c'était surtout l'IA agentique qui a été mise en avant. Et pourquoi ? Parce que en fait, ces technologies ont commencé vraiment à transformer la façon comment on travaille et comment, en fait, on développe nos workflows. Donc, si par exemple on parle des cas d'usage média, en fait, les agents peuvent désormais générer les images, ils peuvent vérifier la conformité de la manière automatisée, extraire des métadonnées de la manière intelligente. Donc, en fait, ça nous ouvre plein de possibilités différentes possibles. D'accord. Et aussi, en fait, bien sûr, comme tous les ans, on a eu des témoignages de nos clients médias. Des sessions très intéressantes, il y en avait des tonnes, je trouve, cette année. Donc, par exemple, de point de vue excellence opérationnelle, on a pu voir les témoignages de iHeartMedia qui ont pu réduire de 60% le temps de réponse aux incidents, ce qui est quand même assez impressionnant. Prime Video, par exemple, nous parlait de comment il diffuse des grands événements sportifs à très, très grande échelle. On a eu les témoignages de Formule 1, comme tous les ans, c'était très intéressant. Et donc là, elle parlait de comment ils mettent en place les analytics de race en temps réel. Et comme ça, en fait, ils peuvent améliorer l'engagement des fans. Sur la côté infrastructure et innovation, nous avons eu, par exemple, NBCU Universal Peacock qui parlait de leur migration vers Kubernetes. D'accord. MGM Studio, par exemple, parlait de workflow cloud natif et production, en fait, cloud native, qui ont permis aussi d'éliminer tout simplement les coûts on-premises, ce qui n'est pas négligeable. En effet. Ou Bloomberg, qui parlait de génération de vidéos en langage naturel. Ok, un sacré programme du coup. Oui, en effet. En effet, bien sûr, pendant cette petite heure de récap Reinvent, on ne peut pas tout couvrir non plus, mais on a quand même choisi quelques case studies qu'on a trouvées très intéressantes et très pertinentes, surtout pour nos clients Media Entertainment en France. Et donc, sur ce, je passe la parole à Karim, qui pourra nous présenter ce premier cas d'usage de Netflix. Alors, donc, on a sélectionné pour vous le premier retour d'expérience, qui est celui de Netflix, qui ont pu présenter pendant leur event leur retour d'expérience sur principalement l'optimisation des coûts. Alors, c'est un secret pour personne aujourd'hui, c'est que le stockage augmente de plus en plus de façon exponentielle, que ce soit pour les vidéos 4K, pour l'entraînement des modèles ML sur le cloud ou bien pour les algorithmes de recommandation. Netflix gère aujourd'hui un stockage de 2 exaoctets, ce qui est l'équivalent de 2000 pétaoctets. Impressionnant. Et à cette échelle, la perte de visibilité, elle devient de plus en plus facile. Et qui dit perte de visibilité, par conséquence, perte en millions de pertes de coûts cachés. Et donc la solution, donc ils ont fait un retour d'expérience sur la solution S3 Storage Lens, qui est un tableau de bord intelligent qui vous permet d'avoir une visibilité claire sur votre stockage et tout avec un vue d'ensemble pour voir qui stocke quoi, où ça et surtout combien ça coûte. Les métadonnées sont stockées dans des tables Apache Iceberg pour une analyse approfondie et des alertes automatiques vous permettent d'être notifié en cas de croissance anormale de votre stockage. Et grâce à cela, Netflix a pu identifier 500 pétaoctets de données auxquelles ils ont pu optimiser à l'échelle de millions et ça a permis aussi, par conséquence, l'optimisation des performances d'entraînement machine learning. Très bien.
Très intéressant. Alors, un autre cas d'usage qui, cette fois-ci, nous vient de Prime Video sur un usage très concret et à grande échelle de l'intelligence artificielle générative et de l'agentique. Donc, Prime Video, c'est vraiment une plateforme qui opère à très grande échelle. Donc, on parle de 250 millions d'utilisateurs, 18 millions d'utilisateurs simultanés lors d'événements live. Donc là, on est vraiment sur une utilisation à l'échelle. Et alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont développé 2 solutions. Une première qui s'occupe de faire la validation automatique des artworks. Vous savez, les artworks sont ces petites vignettes en fait qu'on retrouve sur les plateformes vidéo qui présentent le contenu. Il se trouve que jusqu'à présent, ça prenait plusieurs jours pour valider ces artworks avec un taux de succès qui était de l'ordre de 38% pour la validation automatique, ce qui n'était pas forcément très efficace. Et en utilisant les nouveaux modèles, avec des modèles multimodaux et des agents, ils ont pu réduire ce temps à quelques heures pour la validation automatique de ces artworks et surtout avec une efficacité de l'ordre de 78%. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur de l'automatisation à grande échelle où on évite à des humains de faire des tâches fastidieuses pour valider de façon manuelle des artworks. Un deuxième cas d'usage très intéressant qu'ils ont présenté, c'est celui de la supervision de la qualité des flux de streaming sur leur plateforme avec des agents qui proactivement vont aller contrôler la qualité du streaming. Donc des agents et des sous-agents qui vont se connecter aux plateformes d'observabilité pour pouvoir collecter de la donnée de qualité et pouvoir ensuite faire éventuellement du troubleshooting, de l'analyse de root cause et éventuellement suggérer des actions de remédiation et tout ça de façon automatique. Donc on a vraiment ici un gain de productivité significatif qui à la fin se traduit par une augmentation de la qualité sur le streaming vidéo pour les utilisateurs finaux. Impressionnant, Ouais. vraiment. Un autre cas d'usage aussi assez impressionnant, c'est Bundesliga qui parle de comment ils produisent le contenu à l'échelle avec Amazon Bedrock et Amazon Nova. Donc en fait, ils parlent de 3 cas d'usage. Donc premier cas d'usage, ce qui s'appelle génération de rapports de match automatisés. Donc du coup, les articles en fait qui décrivent les résultats de match. Ils le font avec Amazon Nova. Et en fait, ça leur a permis déjà de réduire de 90% le temps de l'édition, ce qui est impressionnant. Ça leur permet désormais de produire 20 articles supplémentaires par jour de match. Et bien sûr, en fait, ils utilisent, ce qui aussi, ça m'a marqué, donc ils utilisent Amazon Nova pour la revue de qualité. Ah. Et en fait, 70% des findings par Amazon Nova sont retenus, qui montrent en fait les résultats quand même qui sont pas négligeables. Deuxième cas d'usage, c'est génération des stories swipeable, enfin format swipeable, comme vous pouvez voir par exemple sur Instagram ou dans leur application Bundesliga. Donc ça permet, Amazon Nova leur permet de trouver des bonnes images ou les vidéos par exemple, le texte qui va avec. Et pareil, en fait, ça permet aussi de garder plus d'utilisateurs en fait, et ça leur a permis d'augmenter le temps de passage dans l'application de 40%. Ah oui, d'accord. Voilà. Et troisième cas d'usage, c'était localisation de vidéos, parce que les matchs de Bundesliga, il y a beaucoup de gens dans le monde qui veulent les voir. Ils sont en allemand ? Oui, voilà. Donc, par exemple, ils ne parlent pas allemand. Donc, Bundesliga a commencé à utiliser aussi Amazon Nova 2 Pro. Donc, un tout nouveau modèle qui vient tout juste de sortir pour faire la traduction. Et du coup, ça leur a permis de réduire de 75% le temps de traitement et les coûts aussi. Donc, ils ont pu diviser les coûts par 3 fois 5. Ah, d'accord. Donc, gagnant-gagnant. Avec Nova Pro, oui. Alors, pour la Formule 1, c'est un spectacle technique, que ce soit sur la course ou bien sur les opérations. Donc d'un côté, on a le téléspectateur qui souhaite vivre la course comme les pros, et d'un autre, les opérations, l'équipe IT qui sont amenés à gérer plus de 180 applications pendant les événements. Donc voilà, le défi à relever pour la Formule 1, c'est comment pouvoir délivrer une expérience premium tout en maintenant la fiabilité. Alors pour cela, ils ont déployé 2 innovations. La première, c'est sur F1 TV, donc en déployant des 24 flux en parallèle, en simultané. Donc imaginez regarder la course, pas uniquement avec un montage de la production, mais plutôt pouvoir switcher, basculer d'une caméra à une autre. Soi-même.
Voilà, soi-même, avec la vue hélicoptère, la vue embarquée sur la voiture, une vue à l'intérieur du casque du pilote de Formule 1. Et en parallèle, la deuxième innovation, c'est ils ont transformé leur façon d'investiguer les incidents. Avant, il a fallu 45 minutes pour détecter les incidents et résoudre un incident. Aujourd'hui, c'est passé à 4 minutes. Pour ça, ils ont mis en place un système basé sur de l'IA pour pouvoir analyser les incidents et définir les routes causes. Donc, vraiment une tendance là. Hein. Ouais. Exactement. Donc, on voit qu'il y a un gain de temps assez conséquent, surtout pour les activités qui sont amenées à faire, et donc la fiabilité de 95% sur la résolution d'incidents, tout en maintenant une expérience utilisateur premium. Ok. Super. Et maintenant, passons aux nouveautés qui ont été annoncées pendant re:Invent. Et j'aimerais commencer par la partie machine learning, AI et IA générative. C'est pas une surprise. C'est pas une surprise, bien sûr. Mais d'abord, j'aimerais juste faire un petit rappel de notre portfolio des services IA qui vous permet de développer vos applications et vos produits basés sur du machine learning et intelligence artificielle. Donc, on commence bien sûr en fait par la couche la plus basse, en fait, infrastructure. Donc, vous pouvez utiliser SageMaker pour entraîner, développer et utiliser vos modèles de machine learning. Vous pouvez utiliser notre compute aussi, donc les puces conçues pour l'entraînement de modèles ou l'inférence. Ensuite, nous avons la couche de Amazon Bedrock, donc notre service qui vous fournit l'accès au modèle LLM et pas que. Ensuite, vous avez tout l'aide au développement de vos agents, donc Strengths Agents ou Amazon Nova Act. Et bien sûr, ça s'arrête pas ici. On a des applications qui sont faites pour les utilisateurs finaux et qui, par exemple, donc comme Kiro, par exemple Kiro, si on parle de Kiro, ça permet de accélérer le temps de développement de vos applications. Et donc là, c'était juste un petit overview de nos services IA. Passons du coup sur les nouveautés. Donc, on a annoncé les modèles de deuxième génération de Nova pendant re:Invent. On commence par Nova 2 Lite, donc un modèle qui est très light, très efficace au niveau de coût, qui vous permet de faire des tâches au quotidien. Donc, par exemple, si on parle d'extraction de métadonnées, si on parle de catégorisation de contenu ou alors extraction des informations à partir de vos assets médias. Donc, vous pouvez bien sûr utiliser Nova 2 Lite. Ensuite, Nova 2 Pro. Donc, ça, c'est un modèle qui est conçu pour les tâches plus complexes et pour le raisonnement complexe également. Donc, on a aussi Nova 2 Omni qui vous permet de non seulement avoir l'accès à raisonnement multimodal, mais aussi à génération des images. D'accord. Donc, par exemple, vous pouvez très bien générer les thumbnails pour vos assets médias grâce à Nova 2 Omni. Donc, qui aujourd'hui a un preview. Et sinon, pour finir, nous avons Nova 2 Sonic, donc notre modèle speech-to-speech qui peut générer du coup les conversations de la voix presque humaine, qui est quand même très important. Très bien. Merci pour la présentation de ces nouveaux modèles. Ces nouveaux modèles, ils s'accompagnent de nouvelles fonctionnalités, dont une que je trouve particulièrement intéressante qui s'appelle Web Grounding pour les modèles Nova. Et ce que ça permet, c'est vraiment pour ces modèles, d'aller chercher de l'information directement sur Internet. Donc l'intérêt, il est vraiment évident, c'est que les modèles, quand ils en ont besoin, vont pouvoir aller recueillir de l'information qui est fraîche pour proposer des réponses qui sont plus précises et qui sont à jour. Ça va limiter la propension de certains modèles à halluciner, puisqu'ils se basent vraiment sur des données qui sont allées récupérer. Et d'un point de vue intégration et développement, cette fois-ci, c'est un gain de temps pour les entreprises parce que typiquement, quand on veut développer ce genre de feature, on doit mettre en place un mécanisme de RAG, de Retrieval Augmented Generation, et ça nécessite du développement. Là, c'est directement intégré et disponible dans Amazon Bedrock pour ces modèles-là, et on peut l'utiliser tout de suite. Donc, c'est vraiment un gain de temps en termes d'intégration et de développement.
Une autre fonctionnalité intéressante, donc cette fois-ci on se concentre pas sur nos modèles propriétaires à nous, mais sur des modèles tiers, avec les nouveaux modèles de Stability AI qui apportent des nouvelles fonctionnalités sur les images. Donc Stability AI, jusqu'à présent on pouvait faire surtout du texte to image, donc d'écrire des images d'écrire des images dans des prompts pour les générer. Là, ce qu'on peut faire, c'est des nouvelles actions telles que, par exemple, de l'upscaling pour augmenter la qualité des images, où on va pouvoir automatiquement remplacer des backgrounds ou changer le style. Et ça, on va pouvoir l'appliquer à grande échelle, donc on va pouvoir le faire sur des opérations marketing, sur des centaines et des milliers d'images, de façon automatique. Génial. Amazon Nova Multimodal Embeddings. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Vous savez, les embeddings, ce sont ces représentations vectorielles numériques de l'information. Et donc, jusqu'à présent, on faisait surtout du texte pour ces embeddings. Et là, on a, avec Multimodal Embeddings, la possibilité de représenter dans un même espace vectoriel à la fois du texte, des images, des vidéos ou du son. Et donc, ça va nous permettre directement d'avoir des recherches qui vont être multimodales et qui vont être plus pertinentes en termes de résultats, où on va à la fois mélanger plusieurs types de données. Ce qui nous amène naturellement au knowledge base, donc les bases de connaissances. Comme on a du multimodal dans les embeddings, il faut bien les stocker quelque part. Et donc, maintenant, Amazon Knowledge Base, Bedrock Knowledge Base, permet de stocker ces embeddings de façon multimodale. Donc, on va pouvoir, là aussi, avoir des réponses qui sont plus contextualisées, avec des résultats qui contiennent à la fois du texte, de l'image, de la vidéo et du son. Ça nous amène à Amazon Nova Forge. Alors, Nova Forge, il répond vraiment à un besoin très spécifique. Qu'est-ce qu'on fait quand les résultats, les réponses d'un modèle ne sont pas suffisamment précises, malgré des processus comme le Retrieval Augmented Generation, où on va chercher dans des bases de connaissances, ou malgré le fait qu'on va récupérer des données sur Internet. Il manque des données. Eh ben, on a la possibilité de faire deux choses. On peut faire ce qu'on appelle du continued training, donc on va pouvoir continuer d'entraîner le modèle par rapport à son entraînement initial, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'on va pouvoir faire, c'est du fine-tuning. Et c'est ce que Amazon Nova Forge permet de faire de façon entièrement managée sur les modèles Nova. Donc on va pouvoir finalement continuer l'entraînement d'un modèle existant en lui donnant une expertise métier, par exemple, pour pouvoir répondre plus précisément à certaines questions. Et on va pouvoir, grâce au fine-tuning, éventuellement aussi adapter, modeler son comportement et la façon dont il répond aux différentes interactions qu'il a avec les utilisateurs. Alors, les équipes techniques sont amenées au quotidien de faire des tâches manuelles comme la saisie de données, des extractions, de faire des tests. Et ces processus sont assez manuels, qui demandent beaucoup d'efforts et qui peuvent générer des erreurs. Et notamment, les équipes sont plus amenées à pas créer réellement de la valeur. Donc c'est pour ça qu'on a annoncé pour cela Amazon Nova Act. C'est quoi ? C'est un agent IA qui va permettre d'automatiser votre workflow, que ce soit sur les navigateurs ou bien sur les interfaces applicatives des utilisateurs. Il est propulsé par le modèle Nova 2 Lite et tout simplement, il va piloter votre navigateur, écrire des fichiers, appeler des API ou bien escalader vers l'humain si besoin. Alors, les développeurs n'ont qu'à tout simplement définir leur workflow à travers un prompt, bien sûr combiné avec un script, un code Python si besoin. Et tout simplement, grâce à cela, on a pu noter 90% de fiabilité d'exécution. Si on prend un exemple concret et réel, une plateforme de streaming a besoin de simuler 50 utilisateurs pour des configurations différentes, par exemple inscription, paiement, navigation sur le catalogue, et sur des devices différents, tout simplement grâce à Nova Act, on peut les simuler de façon concurrente. Ça peut être très intéressant pour nos clients de streaming, en effet. Ensuite, nous avons annoncé des services tiers sur Amazon Bedrock. Tout simplement, dans le secteur du média, les workloads IA sont assez différents. Donc, on peut avoir un chatbot, on peut avoir un système de génération de sous-titres ou bien l'analyse de catalogue de recommandations. Donc, après,
tout ça, c'est facturé par le même prix aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a annoncé ces services tiers. Donc, on a annoncé 3 niveaux exactement. Le niveau Priority qui va vous permettre d'avoir 25% de latence de plus améliorée par rapport aux autres. Le niveau standard pour une tarification régulière et pour un workload assez stable. Et le tiers Flex qui est assez flexible avec un tarif très réduit mais avec beaucoup plus de latence. Donc là, avec ces niveaux, vous pouvez les approprier en fonction de vos applications. Par exemple, pour le chatbot, vu que c'est une application qui est face à nos clients, donc on va plus mettre le priority avec moins de latence que de mettre du flex auquel on peut le mettre sur l'analyse de nos catalogues la nuit, qui est plus tolérant à de la latence. La latence, oui, bien sûr. Alors, on passe maintenant sur Amazon Bedrock Agent Core. Donc, Agent Core, pour ceux qui ne se connaissent pas, c'est vraiment la fondation dans Amazon Bedrock qui permet de construire, de tester, de déployer des agents à grande échelle. Et Agent Core contient en fait tous les outils d'exécution, de gestion de la mémoire, d'orchestration et la sécurité pour les agents. Donc, on a annoncé lors de re:Invent plusieurs nouveautés qui sont relativement intéressantes. La première, c'est la possibilité de mettre en place des règles de gestion sur ce que les agents sont autorisés à faire. Donc, c'est vraiment sur la partie contrôle de sécurité. Ensuite, on a la possibilité d'évaluer de façon automatique les réponses qui sont faites par les agents pour s'assurer que ces réponses sont en accord avec les sources de données qu'ils ont utilisées et ce qu'ils sont censés répondre. Donc, c'est vraiment un contrôle de ce qu'ils font avant de les lâcher directement dans la nature. On a aussi introduit une nouvelle forme de mémoire. Vous savez, sur Agent Core, on a 3 formes de mémoire. On a la mémoire court terme pour la session, on a la mémoire long terme pour stocker les connaissances, et on a maintenant introduit la mémoire épisodique dans laquelle on va stocker l'expérience qui s'est passée lors des précédentes fois. Et ça va venir permettre d'avoir différents types de mémoire pour optimiser ce qu'on souhaite stocker. Une quatrième information intéressante, c'est la mise à disposition du streaming bidirectionnel. Et ça, c'est très intéressant pour des agents, comme l'expliquait Irina tout à l'heure avec Novasonic, qui sont des agents audio. Donc, on va pouvoir à la fois écouter et répondre en même temps. Donc, ça va permettre d'avoir des conversations typiquement plus fluides sur des agents de type Novasonic. Dernière nouveauté intéressante que j'avais sélectionnée, c'est la possibilité de mettre en place des règles d'authentification. Et donc, très concrètement, ce que ça va permettre, c'est que ça va pouvoir gérer du multi-tenant et on va pouvoir avoir différentes règles en fonction de qui utilise ces agents. Que ce soit des règles au niveau des comptes ou que ce soit des règles au niveau des utilisateurs. Donc, vraiment un contrôle plus précis de ce que peuvent faire les agents en fonction du contexte. Très bien. Et comme vous pouvez voir, en fait, les agents IA et aussi en fait les protocoles MCP, ça s'intègre aux autres services AWS, donc notamment à API Gateway, donc qui supporte désormais le protocole MCP, donc Model Context Protocol, qui permet justement de transformer vos endpoints, enfin vos API REST en endpoints qui sont compatibles avec ce protocole-là. Et un petit bonus, donc désormais vous pouvez ajouter votre API REST de API Gateway en tant que target dans Amazon Bedrock Agent Core Gateway, donc qui permet justement de builder en fait vos serveurs MCP de la manière exacte et les exposer avec Agent Core Gateway qui permet vraiment de construire et de développer les applications et les agents qui sont faits pour vous et pour vos besoins. Et bien sûr, last but not least, dans cette section, j'aimerais aussi parler un tout petit peu de Amazon Quick Suite. Donc ça, cette solution, on a annoncé un peu avant pre-invent, mais je trouve que c'est très important d'en mentionner quand même. Amazon Quick Suite, c'est notre application d'IA d'entreprise qui permet en fait aux organisations, aux employés de faciliter accès aux plusieurs données sources. Donc en fait, ça peut combiner vos sources de données
et pour avoir les réponses qui sont très claires et avec du contexte nécessaire. Ça contient du coup un agent qui est intégré, qui permet d'échanger en tant que peut-être même un coéquipier en fait. Oui. Et aussi, ça permet d'unifier toute cette expérience. Donc du coup, un chat, la partie research qui est très très puissant. Je l'ai testé, c'était incroyable. Ouais, c'est vrai qu'on l'utilise en interne chez nous, chez Exactement. AWS, et vraiment, c'est un plaisir. Exactement, voilà. Et donc, ça permet tout simplement, en fait, de transformer votre vie au quotidien de la manière plus efficace et avoir les résultats plus performants tout au long de vos journées de travail. Et maintenant, passons à la partie stockage. Donc là, je passe la parole encore une fois à Karim. Alors pour le stockage, avant de parler de nouveautés de Re-Event, juste je vais faire un petit rappel des fondations parce que ces nouveautés sont liées à ces services-là. Le premier, c'est Amazon S3 Table. Imaginons que vous avez des pétas de données, que ce soit des métadonnées vidéo ou bien des logs de streaming. Et bien tout simplement, pouvoir les interroger peut forcément parfois un scan massif, donc générer des coûts et parfois un résultat imprévisible. Donc on a annoncé Amazon S3 Table en 2024. C'est un stockage qui est conçu pour les données tabulaires sur le format Apache Iceberg. Et grâce à cela, les requêtes que vous pouvez être amené à soumettre sont améliorées, qui sont 3 fois plus rapides et 10 fois moins chères. Amazon S3 Vector, tout simplement, vous avez des millions de fichiers, que ce soit audio, images, vidéo, et que vous avez besoin de pouvoir identifier des scènes de coucher de soleil au bord de mer, par exemple, ou bien une musique similaire à un thème spécifique. Eh bien, S3 Vector vous permet de le faire parce qu'il permet de stocker et indexer des données directement, des embeddings directement sur S3. Et tout simplement, ces deux services, on le voit, elles ont la même philosophie, c'est de pouvoir amener de l'intelligence directement sur S3, là où vos données vivent. D'accord. Parlons maintenant des nouveautés. Premièrement, pour Amazon S3 Table, vous stockez des données, que ce soit des logs, des métadonnées, vidéo. Tout simplement, les patterns d'accès sont pas les mêmes d'une équipe à une autre, ou bien elles évoluent dans le temps. Et aussi, les équipes sont réparties au niveau mondialement et que parfois, ils ont besoin d'un accès rapide de la donnée. Alors, pour S3 Table, deux annonces. Le premier, c'est l'Intelligent Tiering. On a annoncé 3 classes de stockage, notamment le Frequent Access, pour les données qui sont accessibles. Il y a l'Infrequent Access qui est 40% moins cher et qui sont hébergés dans un délai de 30 jours. Il y a aussi l'archive Instant Access, qui sont stockés au bout de 90 jours et qui est 68% moins cher. Alors, bien sûr, tout ça sans impact de la performance ni modification de vos applications. Et aussi, pour la réplication automatique, comme je le disais, vous avez une équipe qui est mondialement répartie partout dans le monde et que vous avez besoin de pouvoir partager de la donnée. Mettre en place une synchronisation peut être assez complexe parfois. D'accord. Et maintenant, c'est fait d'une façon automatique. Vous avez qu'à héberger de la donnée et elles sont automatiquement répliquées d'une façon cohérente entre les régions AWS. Très clair. Enfin, les nouveautés d'Amazon S3 Vector, tout simplement, c'est qu'il passe en GA. Donc, il est disponible en production. Depuis juillet qu'il était en preview, les clients ont pu créer plus de 250 000 index vectoriels et ils ont intégré plus de 40 milliards de vecteurs. Voilà, quelques chiffres depuis juillet jusqu'à Re-Event. Une grosse adoption, du coup. Exactement. Et depuis qu'il est passé à l'échelle, donc jusqu'à 40 fois le mode preview, on a pu enregistrer 2 millions Alors, il peut supporter jusqu'à 2 millions de vecteurs par index. C'était 50 millions en preview. D'accord. Il est sous les 100 millisecondes pour les requêtes, alors que c'était 1 seconde auparavant. Et c'est une architecture entièrement serverless. Il est nativement intégré, ils peuvent intégrer nativement avec l'OpenSearch et le Knowledge Base. D'accord.
Très bien, passons maintenant à la partie compute. Bien sûr, pendant ce reInvent, on a eu plein d'annonces avec de nouveaux types d'instances et tout, mais bien sûr, on n'a pas le temps de tout couvrir. C'est pour ça qu'on a choisi ces 2 services, Amazon EKS, donc service de Kubernetes managé, et AWS Lambda, notre service de compute serverless que nous savons que nos clients utilisent beaucoup de la manière extensive. J'aimerais donc du coup commencer par EKS. Donc on a annoncé Amazon EKS Capabilities, un ensemble de fonctionnalités natives Kubernetes qui sont entièrement managées et qui permettent de faciliter la vie aux équipes DevOps au quotidien. Donc nous avons annoncé par exemple Argo CD qui permet le déploiement continu en GitOps. On a annoncé AWS Controller for Kubernetes ou ACK qui permet de gérer des ressources AWS Cloud depuis directement vos clusters avec des ressources Kubernetes custom. Et on a aussi annoncé Kube Resource Orchestrator ou KRO qui simplifie la création de ressources custom. Beaucoup d'acronymes. Beaucoup d'acronymes, mais je pense que les ingénieurs qui travaillent au quotidien avec EKS sont très ravis de ces nouveautés qui ont été annoncées. J'imagine. Je passe sur la prochaine nouveauté, donc Provision Control Plane, qui est, je trouve, c'est hyper important pour nos clients médias. Donc, imaginez, vous utilisez vos clusters EKS pour la partie applicative de vos plateformes de streaming et vous voulez, par exemple, diffuser des événements comme la Coupe du Monde ou le foot ou par exemple une émission de télé comme Top Chef ou autre. Et vous savez qu'il y aura beaucoup d'utilisateurs qui viendront se connecter tous en même temps. Vous voulez pas que ça explose, bien sûr. Et donc aujourd'hui, nous vous proposons plusieurs tiers de scalabilité. D'accord. Donc, vous pouvez choisir entre 3 tiers XL, 2XL, 4XL qui se basent surtout sur le nombre de requêtes API étendues. Et là, comme ça, vous pouvez choisir quel tiers sera plus adapté à ce cas d'usage en spécifique. D'accord. Et là, comme ça, vous êtes sûr que le jour J, vous aurez la capacité, ça va pouvoir scaler de la manière instantanée. Donc, très intéressant pour nos clients, je trouve. Et bien sûr, on continue l'histoire de l'expansion de technologies IA et MCP sur d'autres services AWS. On a annoncé les serveurs MCP entièrement managés sur ECS et EKS qui vous permettront d'héberger du coup non seulement les agents IA, mais aussi les serveurs MCP managés sur vos clusters EKS et ECS. Passons du coup sur AWS Lambda. Pour AWS Lambda, on a eu 2 annonces majeures qui transforment un peu comment on travaille avec AWS Lambda, que vous connaissez tous en fait, et je sais que vous aimez beaucoup ce service. On a annoncé les fonctions durables. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça permet désormais de déployer des fonctions à multi-étapes. Donc, imaginez par exemple, vous avez des procédures qui nécessitent le traitement multi-étapes, donc par exemple les paiements ou d'autres choses. D'accord. Ou par exemple, vous avez des workflows où vous avez besoin de validation humaine, qui peut prendre aussi du temps. D'accord. Et donc, maintenant, vous pouvez gérer tout ça directement via la console AWS Lambda. Et c'est AWS Lambda qui gère tout, en fait. Il gère les event handlers, il va réessayer l'exécution en cas d'échec. D'accord. Ou ça peut aussi mettre en pause l'exécution jusqu'à la prochaine exécution, par exemple. Et bien sûr, si c'est mis en pause, vous n'allez pas payer pour des ressources utilisées. Qui ne sont pas utilisées. Voilà. Et nous avons aussi rajouté AWS Lambda Managed Instances. C'est un nouveau type de compute qu'on sort pour AWS Lambda. Aujourd'hui, vous pouvez désormais utiliser et exécuter vos fonctions Lambda sur les instances EC2. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais pour certains types de clients, ça peut être très utile. Donc, imaginez que vous avez des prérequis très spécifiques au niveau de compute. Donc, par exemple, l'utilisation de GPU. Désormais, c'est possible. Et aussi, pour les raisons de réduction de coûts. Donc, vous pouvez maintenant ouvrir cette utilisation. Si vous avez l'utilisation très stable, très prédictive, du coup, vous pouvez utiliser les savings plans ou les reserved instances, comme vous le faites aujourd'hui, pour
EC2 ce sera appliqué. Voilà. D'accord. Très bien. Alors, on va passer à la partie base de données avec 3 nouveautés. Une première qui concerne les saving plans. D'accord. Donc là, c'est toujours bon à prendre, n'est-ce pas? Des économies jusqu'à 35%. Et selon les cas d'usage, et c'est disponible sur pratiquement l'ensemble de nos bases de données, que ce soit Dynamo, RDS, Aurora ou TimeStream. Une autre nouveauté également intéressante, c'est la mise à disposition d'un boost de performance dans OpenSearch. Donc OpenSearch, c'est, vous savez, un moteur de recherche et aussi un index pour stocker des vecteurs. Et c'est ce qui est utilisé dans Amazon Bedrock pour les knowledge base. Donc là, ce qu'on annonce vraiment, c'est un boost de performance grâce à l'utilisation de GPU pour accélérer la recherche et les résultats. Et également une fonctionnalité d'auto-tuning qui permet en fait de rendre l'index plus efficace. Autre fonctionnalité intéressante, et cette fois-ci c'est nouveau, c'est la possibilité de faire une recherche agentique dans OpenSearch. Donc c'est un agent qui va s'occuper de faire la recherche. Traditionnellement, dans OpenSearch, quand on fait une recherche sur une requête, quelque chose d'assez précis. Là, on va pouvoir, par exemple, donner à un agent une phrase en langage naturel, par exemple, trouve-moi tous les incidents qui se sont produits cet été sur la plateforme, qu'est-ce qui s'est passé, quelle a été la remédiation. Et à ce moment-là, c'est l'agent qui va prendre en charge la demande, il va faire lui-même les recherches dans OpenSearch pour retrouver tous les tickets qui s'y rattachent, et il va ensuite lui-même faire les filtres, les appliquer pour prendre seulement la période considérée, et vraiment retourner un résultat qui correspond à l'intention de la question qui a été posée par l'utilisateur. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté intéressante. C'est très puissant. Alors pour la partie réseau, pareil, on a pas mal d'annonces. Petit rappel de quelques services core, notamment du secteur média. Alors CloudFront pour la distribution live. Imaginons que vous voulez diffuser un événement live, vous pouvez utiliser CloudFront pour pouvoir distribuer ce flux à des millions d'utilisateurs, de téléspectateurs. Et pour rappel, donc nous avons 450 points de présence et ça garantit aussi la performance et la prise en charge d'un pic de trafic extrêmement important. Route 53, qui permet de router les utilisateurs vers la meilleure destination selon la localisation. ALB, si vous avez besoin de répartir la charge au niveau de vos applications, que ce soit des API streaming ou bien votre back-end de gestion de contenu, tout simplement, vous pouvez utiliser ALB qui va permettre de pouvoir router le trafic vers vos applications en fonction du contenu de la requête. D'accord. Direct Connect pour pouvoir sécuriser vos connexions, par exemple depuis l'on-prem vers le cloud, et pouvoir aussi garantir une bande passante pour le transfert de contenu, par exemple. Et enfin, la NAT Gateway, si vous avez besoin que vos applications qui sont dans un subnet privé pouvoir sortir vers Internet, que ce soit pour une mise à jour ou bien appeler un API externe, tout simplement, vous utilisez NAT Gateway. D'accord. Concernant les nouveautés, alors la première d'entre elles, c'est AWS Interconnect Multi-Cloud. Alors, votre infra aujourd'hui s'étend au-delà d'AWS et parfois... on a des applications, par exemple, de gestion sur le cloud, sur Google Cloud, ou bien des applications sur le data center. Donc, que je parlais de Direct Connect aujourd'hui, et bien tout simplement, grâce à AWS Interconnect Multi-Cloud, vous pouvez interconnecter la région d'AWS avec celui de Google de façon sécurisée et en quelques clics, tout simplement, qui vous permet de vous épargner un travail assez complexe de mise en place et surtout du temps à les mettre en place. Donc, au lieu de faire quelque chose un peu custom, fait maison et qui est fragile, tout simplement, maintenant, il est nativement disponible. On a aussi annoncé qu'il y aura un lancement pour Azure en 2026. D'accord, très clair. Alors, on revient un petit peu sur CloudFront. C'est un de mes sujets favoris, CloudFront, avec une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le MTLS pour Mutual TLS. Donc, jusqu'à présent, en fait, c'était les serveurs de CloudFront qui s'authentifiaient auprès du client au travers d'un certificat. Et maintenant, ça devient réciproque, c'est-à-dire que ce sont les applications ou les devices ou les API qui peuvent s'authentifier auprès de CloudFront au travers d'un certificat. Donc vraiment, très concrètement, ce que ça permet, c'est que c'est vraiment une brique clé pour les workflows sensibles.
où on va pouvoir restreindre l'accès à des applications qui sont derrière CloudFront uniquement à certains devices, certaines applications, certaines API. Autre nouveauté intéressante, c'est le Bring Your Own IP qu'on rend disponible sur CloudFront. Donc ça veut dire qu'en fait, on peut venir avec son range d'IP directement et les utiliser sur CloudFront, ce qui va permettre du coup parce que les IP, c'est vraiment un actif pour les entreprises. Et beaucoup d'entreprises l'utilisent par exemple pour faire du contrôle d'accès ou des choses comme ça. Et c'est aussi pour de la réputation. Donc, grâce à ça, les entreprises vont pouvoir apporter ces IP directement dans CloudFront et les manager au sein de l'IPAM, l'IP Address Manager, qui est disponible dans AWS. Autre fonctionnalité intéressante, et cette fois-ci, ça s'adresse plutôt aux médias et au streaming, le support des Cyber Web Tokens, CWT, et des Common Access Tokens. Donc, ces Common Access Tokens, ce sont des jetons d'accès qui permettent de contrôler l'accès au contenu. D'accord ? Et donc, l'intérêt du Common Access Token, c'est que c'est vraiment quelque chose de standard et qui va permettre d'utiliser ce même mécanisme, notamment quand on est en configuration multi-CDN. Donc, on va utiliser les mêmes types de jetons, quel que soit le CDN qu'on utilise. Et on va gagner à la fois en efficacité, puisque les Common Access Tokens utilisent les Cyber Web Tokens, qui sont des jetons binaires. Vous connaissez peut-être le JWT, qui est la version JSON au format texte. Là, on est sur du binaire avec du Cyber Web Token. Donc, on gagne en efficacité et en simplicité. Ce qui nous amène à Route 53 et une nouvelle fonctionnalité très intéressante qui a été introduite, qui est le Global Resolver. Donc, jusqu'à présent, Route 53, pour ceux qui connaissent le service, ça proposait de faire de la résolution sur les zones hébergées, sur le DNS autoritaire et aussi de la résolution dans les VPC. Avec Global Resolver, ce qu'on permet en plus, c'est de pouvoir faire de la résolution récursive pour des applications qui sont dans AWS ou à l'extérieur d'AWS. Et on va bénéficier d'un seul point global qu'on va pouvoir utiliser pour faire la résolution DNS. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau qui n'était pas proposé jusqu'à présent. Et il arrive, ce service, cette feature, avec le support de toutes les nouveautés en termes de sécurité et notamment le support du TLS pour le DNS. Bien sûr. Dernière fonctionnalité intéressante sur Route 53, le Accelerated Recovery. Donc ça, c'est vraiment une feature qui est destinée à accélérer la réplication sur les nœuds DNS en interne d'AWS des enregistrements DNS. Donc typiquement, quand on cherche à faire de la reprise sur incident, on va vouloir aller très vite pour pouvoir restaurer en fait des enregistrements DNS qui étaient présents avant l'incident. Et donc, on va pouvoir accélérer cette réplication DNS au sein d'AWS pour les rendre immédiatement disponibles sur les différents nœuds afin que les résolveurs récursifs puissent immédiatement en prendre connaissance. Ah oui, puissant ça. Alors, là, on va parler d'une nouveauté ALB, Application Load Balancing, qui, là, avec les algorithmes traditionnels, par exemple, le round robin, les requêtes peuvent arriver parfois de façon imprévisible au niveau des instances. Alors, soit on a des instances auxquelles elles sont submergées de requêtes et du coup générer des erreurs 500, ou bien d'autres instances qui sont sous-utilisées. Donc là, on voit qu'on n'a pas vraiment l'optimisation adéquate pour nos ressources. Donc, on a annoncé le ALB Target Optimizer qui va inverser complètement le modèle traditionnel. Alors, au lieu que l'ALB pousse les requêtes vers les instances, c'est les instances qui vont tirer les requêtes vers elles-mêmes. Tout ça grâce à un agent un agent léger qui sera installé au niveau des instances et qui seront configurable. Vous n'avez qu'à tout simplement mentionner le nombre de requêtes concurrents à recevoir et tout simplement l'agent va jouer le rôle de proxy entre l'ALB et l'instance. Et là, donc on va se retrouver à avoir un modèle un peu plus optimal. Donc optimisation des performances et bien sûr des coûts parce que on n'a plus de ressources sous-utilisées. D'accord.
Et enfin, pour la NAT Gateway, alors traditionnellement, la NAT Gateway, pour la haute disponibilité, on l'a déployée sur les 3 zones de disponibilité, ce qui demandait un peu plus d'effort, de maintien, et surtout que si on a besoin... Et les coûts, surtout si on a besoin qu'ils puissent s'étendre ou bien se contracter. Alors, tout simplement, on a annoncé la disponibilité de la version régionale, auquel un seul suffit pour le mettre en place, pour le configurer et s'étendre au niveau des 3 différentes zones de disponibilité. Voilà, donc c'est ce qui vous permet de vous épargner une complexité opérationnelle et voilà, donc la simplicité avec la haute disponibilité, avec une seule NAT Gateway. Alors maintenant, on va passer sur la section des outils développeurs et de gestion de gouvernance. Alors, avant l'arrivée de l'IA, une grande partie de ce que nous croyons au niveau du développement logiciel, une vérité établie, c'est plus le cas aujourd'hui. Notamment, on croyait que pour pouvoir développer une application, un logiciel, fallait tout simplement recruter une armée de développeurs pour pouvoir écrire des centaines de milliers de lignes de code, qu'il fallait ensuite pouvoir les tester, les maintenir, corriger les bugs et qui, par conséquent, demande beaucoup d'efforts assez chronophage pour les développeurs au lieu de se concentrer sur de la valeur et être un peu plus créatif sur ce qu'ils peuvent apporter. Donc pour cela, on a annoncé l'année dernière l'arrivée de Kiro en preview, donc il devient en G pendant le re-event. Alors c'est quoi Kiro ? C'est un assistant IA pour les développeurs qui va vous permettre de transformer la façon dont vous codez. Donc elle permet le développement piloté par les spécifications, et c'est ce qui fait la différence de Kiro par rapport aux autres outils, c'est que vraiment il va prendre en considération ce que vous lui demandez de faire spécifiquement grâce à des fonctionnalités que je parlerai juste après. Alors comment ça fonctionne ? Tout simplement, vous définissez ce que vous voulez faire en langage naturel. Kiro va planifier le travail. Ensuite, il va vérifier que le code généré fait réellement ce que vous avez demandé. La notion de spec correctness. Et Kiro est disponible aujourd'hui en IDE, comme vous le voyez dans l'écran, ou bien en mode CLI depuis votre terminal. Ouais. Concernant les nouveautés annoncées aussi pendant le re-event sur Kiro, le Property Based Testing, donc ça va générer des centaines de tests pour s'assurer que le code correspond exactement à ce que vous avez spécifié. Il y a aussi le checkpointing qui vous permet de revenir un peu en arrière sans perdre le fil de votre idée, ce qui n'était pas le cas avant. Et parfois, avec les résultats, on peut être amené à une application qu'on ne souhaitait pas forcément. Donc, avec le checkpointing, on peut revenir facilement en arrière sans problème. Kiro CLI apporte aussi des agents au niveau des terminals. Et enfin, Kiro Power, tout simplement, on ajoute de l'expertise spécialisée au niveau des agents, que ce soit tout simplement pour les déployer, c'est un seul clic pour installer Figma, AWS CDK, Datadog, et tout simplement, l'agent va savoir comment travailler avec. Moi, j'adore Kiro, c'est vraiment pour faire du vibe coding, je trouve ça idéal. C'est clair. Ça nous amène toujours sur le thème du développement avec AWS Transform. Donc AWS Transform, c'est vraiment un service qui permet de moderniser les applications sans avoir forcément besoin de tout réécrire. Donc sur AWS Transform, on a annoncé 2 principales nouveautés. La première, c'est le support de la modernisation des applications .NET. Et la deuxième, c'est le AWS Transform Custom, qui est vraiment un service d'IA qui automatise la modernisation de code d'applications et d'infrastructures legacy de type Windows, Mainframe, VMware, Java, etc. Et on peut avoir jusqu'à plus de 80% de vitesse en plus sur la modernisation de ces applications. Donc très concrètement, ça permet en fait de réduire l'effort de modernisation et de permettre aux développeurs de se concentrer sur ce qui est vraiment le plus important, finalement développer des nouvelles fonctionnalités plutôt que sur des migrations de versions de code.
Alors, donc on peut imaginer aussi que ça peut arriver à n'importe qui d'avoir un incident à 3h du matin. Donc vous avez votre ingénieur d'astreinte qui est disponible, mais qui est amené à pouvoir investiguer, analyser des métriques, corréler avec, par exemple, les changements qui ont été planifiés sur GitHub et coordonner et communiquer. Alors, après, ça peut arriver aussi que on prend un peu de temps pour pouvoir résoudre les incidents et surtout que après la résolution, on n'a pas l'opportunité parfois de prendre cet incident comme une leçon apprise pour le transformer en opportunité et du coup les incidents qui peuvent se répéter et un MTRR qui est élevé. Donc on a annoncé pour cela AWS DevOps Agent. Alors c'est quoi? C'est votre ingénieur d'astreinte virtuel. Il travaille sans s'arrêter 24 heures sur 7. Eh bien, tout simplement, il va corréler vos métriques en cas d'incident, pouvoir investiguer, regarder un peu sur GitHub les changements qui ont pu être faits, donc les corréler et avec ça, identifier la cause, pouvoir recommander des mitigations pour résoudre le problème, pas forcément les appliquer, mais peut-être on peut planifier une intervention humaine pour les remédier, et surtout communique. Donc vous pouvez le programmer pour qu'il puisse communiquer et coordonner sur Slack. D'accord. Alors il s'intègre facilement avec ServiceNow, PagerDuty, Grafana et Prometheus. Donc, d'accord. On voit qu'il y a plusieurs outils auxquels ils peuvent travailler. Et enfin, donc on a annoncé une transformation du niveau de support. Donc aujourd'hui, on a 3 niveaux de support, le Business Support Plus, l'Enterprise Support et Unified Operation. Alors, qu'est-ce qui a été transformé? C'est principalement une combinaison de l'IA avec de l'expertise humaine. Tout simplement, quand je dis IA, c'est prendre en considération votre historique, vos tickets précédents, ce qui nous donnera un peu plus de contexte sur les investigations. Alors, pour Business Plus, aujourd'hui, c'est 30 minutes de temps de réponse. On commence à $29, ce qui est moins 71% que le précédent. D'accord. Et l'Enterprise Support, qui commence par $5,000, qui est 67% moins cher que le précédent. Ce qui est, je note au niveau Enterprise Support, vous avez le Cloud Operation Architect désigné pour vous. D'accord. Et la nouveauté ici, la grosse nouveauté du Re-Event, c'est qu'il intègre désormais le Security Incident Response. C'est tout simplement pour vous aider à faire face aux incidents de sécurité, vous aider à revoir votre façon à répondre à ces incidents. Voilà. Donc aujourd'hui, ce service s'intègre au niveau Enterprise Support. Donc là, je vais entrer un peu plus dans le détail sur Unified Operation. Alors, tout simplement pour les grands diffuseurs qui diffusent des événements sportifs à l'échelle, que ce soit les Jeux Olympiques ou bien le Thursday Night Football, tout simplement les enjeux sont assez importants et colossaux. Ah, oui. Surtout pour maintenir la qualité sur des millions d'appareils qui sont complètement différents, gérer le pic de trafic et surtout aussi à innover, que ce soit avec de l'ultra low latency par exemple, le tout en garantissant une fiabilité. Et Unified Operation, c'est le nouveau niveau de support qui a été annoncé pendant Re-Event et qui est conçu spécifiquement pour le média. Alors, ça déploie une équipe de spécialistes et qui seront vos partenaires opérationnels pour gérer ce type d'événement. Alors, que ce soit, on commence par la planification et le lancement de vos événements, on monitore l'événement avec vous, on investigue en cas d'incident, le temps de réponse est de 5 minutes, mais il y a un travail proactif qui est fait pour pouvoir éviter que les incidents surviennent. Et tout simplement, ça va vous permettre de garantir une qualité de streaming pour vos événements. Là, donc, on peut souligner quelques cas d'usage ou bien de retour d'expérience de nos clients tout en bas. Il y a une vidéo sur YouTube auquel Prime Video témoigne sur comment l'Unified Operation les a aidés à délivrer des événements. Pareil pour Victory, Fox et Warner Sport. D'accord.
Super, merci beaucoup Karim. Et donc, on passe sur la dernière section de notre récap Reinvent, last but not least. Très important, sécurité. Et donc, bien sûr, on a eu pas mal d'annonces, mais je pense que l'annonce la plus importante, c'était la mise à disposition de AWS Security Agent. Donc, on a parlé de DevOps Agent, on a parlé de Nova Hack. Donc là, ça fait partie de cette famille de Frontier Agent qui, en fait, révolutionne un peu la sécurité applicative. D'accord. Et il offre 3 capacités principales. Donc déjà, la revue de sécurité de design où, en fait, cet agent peut faire un pass sur les documentations d'architecture. Ensuite, ça peut faire la revue de sécurité de code lors de, par exemple, pull request sur GitHub. D'accord. Et ensuite, ça peut faire également les tests de pénétration à la demande. D'accord ? Donc, imaginez que vous avez vos équipes de sécurité qui peuvent définir les exigences, le font une seule fois. Donc, les exigences, ça peut être les bibliothèques de chiffrement approuvées ou alors, par exemple, des standards de sécurité qui sont importantes pour votre entreprise. Donc, une fois défini, c'est AWS Security Agent qui va les exécuter de la manière proactive. Donc, tout le long du cycle de développement de vos applications. Oui. À partir de cette partie de conception, en fait, où vous... Jusqu'au déploiement. Oui, voilà. Côté développement, côté même design d'architecture, ensuite les déploiements de votre code, et ensuite, bien sûr, une fois que c'est déployé, on peut faire les tests de pénétration et voir, en fait, si ça tient. Donc, un agent qui est quand même très important pour nous tous, je pense. Et donc, cela conclut Recap Reinvent. On vous met à disposition les sessions Breakout de Reinvent 2025 qui ont été déjà mises en ligne sur YouTube. Je vous ai mis du coup le QR code qui va avec et je vous invite de les regarder. Franchement, il y a certaines sessions qui sont très, très impressionnantes. On a le deuxième QR code pour vous. Donc, le prochain événement majeur, c'est AWS Summit à Paris qui aura lieu le 1er avril 2026, toujours au Palais de Congrès de Paris à Porte-Maillot. On sera tous présents. On sera tous présents. On aura plein de démos très intéressantes à vous montrer. Bien sûr, on aura des sessions aussi médias également. Et donc, je vous remercie pour votre temps aujourd'hui. Je vous invite à scanner le 3e code pour le survey parce que votre feedback est très, très, très important pour nous. Donc, n'hésitez pas à le scanner et à remplir le survey. Ça va vous prendre 1 minute maximum. Et puis nous, ça nous permettra d'améliorer éventuellement ces sessions parce qu'on les fait pour vous. Exactement. Et mentionner ce que vous voulez voir aussi, c'est important pour qu'on puisse se focaliser sur ce que vous voulez voir encore plus. C'est ça. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous rapprocher à vos équipes de compte AWS ou à vos représentants AWS si jamais vous avez des sessions, si vous voulez faire des workshops deep dive sur des solutions, sur des services qui sont intéressants pour vous. Merci beaucoup et bonne journée. Merci Irina, merci Karim. Merci Emmanuel, merci Karim.